Bonjour très chers compatriotes congolais, je suis encore votre frère Bertin Bahaya. Faisons un peu de recul dans le temps. J'aime commencer par mettre les choses en perspective pour que nous puissions comprendre de quoi nous parlons, car nous sommes ici pour défendre la République démocratique du Congo, qui est notre pays, notre chère nation, et nous ne pouvons que le défendre car il est en danger et en péril. Moi, j'apprécie les efforts que fournit le président actuel pour sauver le pays. Et ces efforts sont contrecarrés par des forces obscures internes et surtout externes. Et à l'interne, ça fragilise presque tout ce qu'il met en place pour sauver le pays. Malheureusement, nos compatriotes congolais sont impliqués dans la fragilisation et probablement la disparition de notre pays. Nous devons nous battre. Reculons dans le temps. Si vous regardez bien mes vidéos, tout au début aussi, j'en ai parlé. J'ai parlé des rapports entre la Russie et les États-Unis d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être qu'on n'en avait pas parlé assez. Et on ne peut pas avoir le temps pour ça. Et il y a aussi des gens qui sont des historiens et d'autres personnes qui se penchent sur ce genre de sujets et ils peuvent donner des meilleures précisions et de meilleures informations que moi. Moi, je discute des choses juste à vol d'oiseau. Vous savez qu'après la révolution russe, les communistes qui étaient au pouvoir avaient été chassés et ils se sont dispersés. Beaucoup ont trouvé refuge en Europe et en l'occurrence en Allemagne. Et là, en Allemagne, ils ont saisi le pouvoir par le parti communiste et qui se fera transformer, renversé par le parti nazi de Hitler. Mais vraiment, c'était plutôt une transformation de ce parti communiste en nazi. Nazi qui était national-zioniste, donc les sionistes, donc les mêmes qui étaient en Russie en ce temps-là, les sionistes nationalistes, c'est ça le nazi. Zioniste, national-zioniste, donc national-zioniste, en anglais si vous voulez, nazi, qui étaient les sionistes nationalistes. Bon, alors ils prennent le pouvoir sous la protection, l'influence et le soutien des Américains, des sionistes américains. Alors, ces sionistes, quand ils prennent le pouvoir et ils mettent Hitler à cette place, leur but était vraiment de reprendre la Russie. C'était le but. Alors, c'est ainsi que vous pouvez voir en un temps record l'Allemagne qui était à plat avec la guerre, les guerres intestinales et les guerres civiles qui étaient en Allemagne avec la crise économique de 1928-29. Donc, le pays n'existait presque plus. Hitler prend le pouvoir et en moins de temps record, l'économie redevient puissante et l'armée puissante, ultra puissante, avec un effectif de plus de 1 million, prêt à marcher sur tout ce qui bouge. Les Américains comme Ford qui donnent des véhicules, donnent du carburant. Et n'oubliez pas qu'aussi en 1913, les sionistes avaient déjà pris la Banque d'Amérique, la Banque centrale américaine qu'on appelle aujourd'hui la Federal, donc la Banque fédérale. Ils ont pris cette banque-là et depuis, c'est eux qui gèrent les finances américaines. Donc ça, ce n'est pas l'État américain qui gère du tout, même si la banque s'appelle fédérale, mais elle n'est pas fédérale du tout. C'est une banque privée qui appartient aux sionistes. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des sionistes qui gèrent le pays. Puis, en fil à aiguille, les sionistes ont pris des postes clés dans le gouvernement, l'administration américaine, et c'est eux qui font l'État profond américain aujourd'hui. Ce qui fait que personne ne peut devenir président des États-Unis sans qu'il ne soit
soutenus et entretenus par l'État profond, qui sont ces sionistes-là. Alors, les sionistes au pouvoir en Allemagne forment cette armée qui doit marcher encore sur la Russie pour aller prendre le pouvoir des mains des Russes et prendre le pays, le découper en morceaux, se partager les richesses. Je suis en train de partir très vite. Alors, ils marchent sur toute l'Europe, et si vous voyez bien, ils ne détruisaient pas l'Europe quand ils continuaient. Ils marchaient tout. Vraiment, tous les pays européens tombaient les uns après les autres. D'ailleurs, les dirigeants européens cédaient, ils se ralliaient au mouvement sioniste, donc au mouvement Hitler, et ils arrivent jusque sur les frontières de la Russie pour agresser la Russie. Et nous savons tous comment ils ont fait et que la Russie s'est défendue jusqu'à les repousser. Et pendant ce temps, n'oubliez pas, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, que les Américains continuaient à armer et à donner du soutien financier et tout à l'Allemagne. Mais ils prêtaient des armes et prêtaient de l'argent aussi à l'URSS, à la Russie plutôt, pour que la Russie puisse résister. Le but était quoi? Les Américains cherchaient à affaiblir cette puissance européenne qui a réussi à écraser les autres États européens et à affaiblir la Russie. Ce qui fait que vers la fin de la guerre, les Américains vont venir prendre cette place de l'Allemagne et finalement prendre la Russie, parce que c'était le but. Malheureusement pour les Américains, les Russes vont écraser leur proxy, leur guerre par intermédiaire, donc l'Allemagne, et la Russie va mettre hors d'état de nuire l'Allemagne. Les Américains ne pouvaient plus rien faire à ce moment-là, et alors ils se sont décidés qu'ils devaient complètement attaquer la Russie. Avant cela, ils ont fait exploser les 2 bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Le but, parce que la guerre était déjà finie, le Japon s'était déjà fait donner une claque, c'était pour terroriser et envoyer un nom de choc, de terreur, de peur au monde entier, pour leur dire, c'est nous qui sommes là maintenant, c'est nous qui gérons le monde. Alors, quand ils se décident de faire cela, les Russes comprennent ce qui se passe. Ils se disent, oh, nous devons nous préparer parce que ces gens veulent nous attaquer. Et les Russes, eux aussi, ils ont mis leurs bombes au point et ils l'ont fait exploser pour faire leur essai nucléaire et qui était plusieurs fois plus puissante que la bombe des Américains. Alors les Américains ont mis ce projet d'attaquer la Russie en berne. Et c'est en ce moment-là que la guerre froide commence. Les Russes prennent la partie occidentale de l'Europe, la partie orientale de l'Europe, et la partie occidentale de l'Europe reste entre les mains des Américains. Mais les Américains avaient déjà fait quelques colonies, donc ils sont restés au Japon pour coloniser le Japon jusqu'aujourd'hui, ils sont restés en Allemagne pour coloniser l'Allemagne jusqu'aujourd'hui, et ils sont restés en Corée du Sud pour coloniser la Corée du Sud jusqu'aujourd'hui. Ces 3 pays-là, donc le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud sont des colonies américaines. Les Américains ont fait ça pour s'y implanter afin de garder le contrôle dans ces régions-là. Alors, je vais très vite parce que le but c'est de parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, au fur et à mesure que la Russie s'est renforcée et qu'aujourd'hui, la Russie est devenue ce qu'elle est devenue, un État puissant, les Américains se sont décidés de le fragiliser parce que le but des Américains, c'est d'avoir un seul gouvernement planétaire qui sera dirigé par les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont commencé par la politique de la globalisation, donc rendre l'économie, faire une économie globale qui est dominée par eux. Et en fin de compte, ils vont développer cette économie, cette richesse financière, économique, en richesse politique, donc de faire un gouvernement qui est global. Les autres ont compris ça.
Mais ils étaient encore faibles. C'était la Russie, la Chine, ils étaient faibles. Ils ont compris qu'il fallait se reconstruire très vite. Mais dans l'entretemps, ils ont joué le jeu des Américains. Et les Américains ont vu cela arriver. Mais ils ne pouvaient pas arrêter ça. Comment vous allez arrêter un pays qui a plus de 1,5 milliard de citoyens et une autre puissance militaire et nucléaire qui est là comme la Russie? Il n'y avait pas moyen, mais ils ont misé sur la fragilisation économique de ces pays-là. Chose qui a été quand même tenue pendant très longtemps. Jusqu'à ce que la Russie en arrive au point où elle comprend qu'il fallait passer à la vitesse supérieure parce que les Américains ayant poussé leur appareil militaire qui est l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie en incluant les pays des ex-Union soviétique dans l'OTAN, les Russes ont compris qu'il fallait maintenant arrêter les Américains. On se rappelle que depuis 2007-2008, le président Vladimir Poutine se plaignait, il disait aux Américains, arrêtez de venir jusqu'à nos portes. Mais les Américains disaient, fais-en ce que tu veux, nous, on ne fait rien contre vous, mais faites ce que vous voulez. Les Américains ont commencé à se retirer de toutes les conventions militaires qu'ils avaient passées avec, les traités militaires qu'ils avaient passés avec l'URSS, donc avec la Russie, parce qu'ils n'avaient plus peur de la Russie. Et la Russie a commencé aussi à se préparer, très vite, mais sûrement. En 2022, il n'y a pas longtemps, la Russie se décide d'aller stopper les Américains qui sont déjà arrivés en Ukraine. Quand je parle d'Américains, donc l'OTAN, donc tous les pays occidentaux, ils étaient déjà en Ukraine, avec une armée de près de 1 million de gens, super bien entraînés, super bien équipés, donc tout l'armement de l'OTAN était déjà en Ukraine, prêt à attaquer la Russie. Et la Russie a fait cette opération qu'on appelle l'opération Z, qui est Zapat. Zapat, c'est curieusement, ça signifie l'Occident dans leur langue, les Russes. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il voulait dire que nous faisons cette opération contre vous, Occident? Et nous rappelons que le ministre des Affaires étrangères russe a dit nous faisons cette opération pour arrêter l'hégémonie américaine. Et c'est qu'ils ont réussi, parce qu'aujourd'hui, au moins on se parle, l'hégémonie politique des États-Unis est tombée. Il n'est plus. Et maintenant, il reste le côté économique que la Chine a déjà pris aussi. Je parle très vite. Notre pays, le Congo, dans tout ça, notre pays, le Congo, les puissances actuelles, tous, veulent avoir la mainmise sur ce pays. Pourquoi? Parce que les richesses du sol et du sous-sol de ce pays vont permettre au pays qui l'aura entre ses mains à s'imposer sur les autres. Et les Américains étaient sûrs de leur coup par ce qu'ils ont fait en 30 ans où ils ont eu le Rwanda qui a géré la République démocratique du Congo et il a mis un président rwandais au Congo, donc celui qu'on appelle Kabila. Et voilà, ils étaient sûrs de leur coup. Tshisekedi arrive, inattendu. Ils ne s'y attendaient pas, ils avaient déjà tout fait pour que, de fil en aiguille, qu'on puisse pérenniser la situation et que Kabila puisse rester là pour très très longtemps. Tshisekedi arrive, il prend le pouvoir et il va vite voir toutes ces puissances-là pour leur dire nous devons faire des affaires gagnant-gagnant parce que je veux que mon pays puisse aussi trouver sa part dans tout ça. Il savait, Tshisekedi savait qu'il ne peut pas vraiment arracher ce que ces pays-là ont déjà eu de notre pays, mais au moins, il voulait que notre pays puisse en profiter maintenant.
Ce qu'il leur a demandé, passez par la grande porte, venez faire des affaires avec nous, au lieu de s'investir en voleurs, en receleurs, en bandits de grand chemin sur notre territoire, venez passer des traités, des contrats avec nous pour que vous puissiez exploiter le pays, vous allez exploiter, vous allez continuer à gagner ce que vous gagnez, mais mon pays aussi va gagner. Ils n'ont pas attendu cette oreille-là. Et la guerre est là. Cette guerre que les Occidentaux sont en train de faire à la République démocratique du Congo, c'est pour maintenir ce qu'ils avaient déjà sous Kabila. Tshisekedi, voyant qu'il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de police, il n'avait pas l'administration, tout était infecté, infiltré, complètement assiégé par les Occidentaux, a commencé petit à petit à investir le pays des Congolais, a commencé petit à petit à ramener le Congo aux Congolais. Et nous en sommes où nous sommes. Ce qu'il a fait au début de son mandat, en allant chez les Turcs, voir les Turcs, était une démarche de maître. Parce qu'il y a deux pays que nous devons chercher à avoir de notre côté. Si nous avons la Russie, les Américains nous combattent. Si nous avons la Chine, les Américains nous combattent parce que ce sont là leurs rivaux. Mais ces deux pays-là, ils ne cherchent pas à nous coloniser, ils cherchent plutôt à avoir aussi la mainmise sur nos richesses, mais eux, ils acceptent le gagnant-gagnant, que les Occidentaux n'acceptent pas. Comment faire pour qu'on ne puisse pas avoir les Américains sur notre dos? Tshisekedi est allé voir les Turcs. Pourquoi la Turquie? La Turquie est un pays à cheval entre l'Orient et l'Occident. C'est un membre très prépondérant et puissant de l'OTAN. C'est le deuxième pays le plus puissant de l'OTAN après les États-Unis. Même si la Turquie n'a pas des armes nucléaires, nous parlons de la puissance militaire. Elle est en nombre la deuxième puissance après les États-Unis dans l'OTAN. Et les Américains ne peuvent pas perdre la Turquie parce qu'ils veulent que la Turquie puisse être leur œil contre l'URSS, contre la Russie. Je parle de l'URSS, mais c'est la Russie. Hein? C'est pour ça que les Américains sont toujours en train de flatter la Turquie. Et la Turquie en tire le maximum. C'est que les Russes veulent aussi garder les amitiés des Turcs parce qu'ils ne veulent pas que les Américains puissent prendre cette place-là. Alors la Turquie se retrouve soutenue par les Russes, soutenue par les Américains, et la Turquie en profite aussi. Il y a un autre pays que les Américains convoitent et flattent, c'est l'Inde. Pourquoi? L'Inde est une puissance d'1,5 milliard de population, mais aussi une puissance technologique et informatique. Les Américains savent que l'Inde n'est pas le pays le plus ami à la Chine. Or, la Chine est ennemi stratégique des États-Unis. Ce que les Américains trouvent qu'il faut gagner l'Inde afin que la Chine ne puisse pas avoir la force qu'elle aurait eue si elle était en bon terme avec l'Inde. Mais la Chine aussi, ce qu'elle fait, c'est de garder les amitiés et chercher à gagner d'une certaine manière l'Inde de son côté et garder les amitiés de la Russie afin de contrecarrer la puissance américaine, parce que la Chine veut prendre la place des Américains. Ils l'ont déjà économiquement, mais ils veulent le prendre militairement. Militairement, ils ne sont pas encore là. Ils savent que ce sont les Russes qui ont cette puissance militaire. Alors ils se mettent les Russes de leur côté. C'est que les Chinois ont gagné une puissance militaire sans avoir cette puissance militaire sur leur territoire, en gagnant la Russie. Ce que les Américains se disent, que faisons-nous? Il faut fragiliser la Russie, d'où cette guerre de l'Ukraine. Ce sont les forces de l'OTAN et les États-Unis qui sont sur le territoire ukrainien et qui se battent contre la Russie. Mais la Russie est en train de gagner, ce que prochainement,
Dans les jours qui viennent, nous allons voir des troupes maintenant en uniforme formel de l'OTAN qui vont intervenir et la guerre va devenir ultra violente. Mais ils vont la perdre parce que la Russie est la seule puissance militaire pouvant tenir tête à ces gens-là. Et la Russie est maintenant prête au moment où on se parle. Il y a 2 ans, la Russie ne l'était pas. Maintenant, il l'est. Mais l'Occident va juste se jeter comme ça parce que ceux qui dirigent le pays, les sionistes, qui dirigent les États occidentaux, sont aveuglés par la haine de la Russie qui veulent prendre et se partager les richesses de ce pays-là. Maintenant, nous, Congo, nous devons aller chercher l'Inde aussi. Je pense qu'il serait bon que le président Fachi cherche l'Inde aussi de son côté. En ce moment-là, il aura la Turquie, le pays convoité par les 2 blocs de puissance. Il aura l'Inde, aussi le 2e pays convoité par les 2 blocs de puissance. Ça fait que quand les Américains vont vouloir s'en prendre à la République démocratique du Congo, la Turquie va contrebalancer. Et quand ils vont vouloir encore s'en prendre à la République démocratique du Congo, l'Inde qui cherche à amadouer des 2 côtés va contrebalancer. Nous devons le faire, c'est pour la survie de notre pays. Maintenant, avec le multi-puissance que nous avons aujourd'hui, il n'y a plus une puissance unitaire au monde parce que la Russie a fragilisé les États-Unis. Il y a maintenant des puissances régionales qui commencent à s'installer partout. Vous allez voir que la Russie va prendre la partie qui lui est environnante. La Chine va prendre la partie qui lui est environnante. Les États-Unis ont déjà l'Occident, donc l'Europe, le Canada et les autres pays qui sont déjà là-bas. Nous allons voir le Brésil qui va prendre cette partie du Brésil. Et en Afrique centrale, c'est la guerre parce qu'on préparait le Rwanda pour être la puissance hégémonique de l'Afrique centrale, mais Tshisekedi veut prendre cette place et Tshisekedi est en train de vouloir que le Congo puisse être la puissance hégémonique de l'Afrique centrale. D'où la guerre entre ceux qui supportent le Rwanda et ceux qui supportent la République démocratique du Congo. Moi, je suggère, et c'est humblement que je le dis, le temps file très vite. Et les temps sont durs et ils vont être encore beaucoup plus durs. Je suggère qu'en faisant tout ce qu'il est en train de faire, donc à retarder la guerre, parce que les Congolais et d'autres personnes demandent que la République démocratique du Congo puisse attaquer le Rwanda, mais Tshisekedi retarde tout ça, et je suis d'accord. Pourquoi il retarde? C'est pour affermir son armée, comme la Russie a fait les accords de Minsk avec la France, l'Allemagne, les négociations pendant plus de 7 ans, afin de préparer son armée. Et nous aussi, nous devons préparer notre armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, que Tshisekedi est en train de monter, c'est une armée qui n'est pas encore très aguerrie. C'est des jeunes recrues d'il y a 2 ans. C'est qu'il doit continuer à former d'autres. Et pendant ce temps, il fait ce qu'il faut. Le renard est monté dans l'arbre pour aller flatter vraiment le corbeau, côte à côte, la main sur l'épaule. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous l'avez vu maintenant partir encore en Europe, aller voir la Belgique. Avec ça, la Belgique a amadoué l'Union européenne, fait des négociations à gauche à droite. Nous disons, Tshisekedi exagère. Non, il n'exagère pas. Il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Parce qu'il gagne du temps. Il gagne ce temps-là à former notre armée. Les gens disent, mais avec ça, les ennemis sont en train d'attaquer, de prendre des localités. Oui, nous sommes en train, ils prennent des localités, nous les chassons de certaines localités, ils les reprennent, nous les chassons, ainsi de suite. Et notre armée s'affermit sur le travail de combat. Nos jeunes soldats sont en train de s'affermir, ils sont en train de s'aguerrir tout en étant au combat sans engager une guerre ouverte. C'est un coup de maître qui Tshisekedi est en train de mener. Alors, qu'il continue à faire ça comme cela, mais qui vite, il cherche les autorités indiennes.
et qu'il établisse le même genre de relation qu'il est en train d'établir avec la Turquie, avec l'Inde. Parce que nous allons avoir besoin de l'Inde aussi. La Chine qui amadoue l'Inde, la Russie qui est amie à l'Inde, vont être automatiquement avec nous. Les Américains qui cherchent l'Inde vont y aller mollo quand les Indiens disent non, nous avons nos intérêts avec la République démocratique du Congo. Je m'excuse, je suis encore enrhumé. Et ainsi, quand ils vont vouloir nous rentrer dedans, les Turcs vont dire non, 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 allez-y doucement, parce que nous avons des intérêts en République démocratique du Congo. Et nous gagnons le temps, nous raffermissons notre armée. Quand l'armée aura des dents et des griffes, nous allons, à ce moment-là, demander aux ennemis de se retirer de notre pays et nous les poursuivons. Et nous allons les mettre tous dehors parce que nos ennemis n'auront plus de soutien qui puisse nous rendre, nous, fragiles. Par contre, nous aurons des soutiens qui nous rendent durs et vraiment puissants. Car l'hégémonie se joue maintenant. Les puissances régionales sont en train de se jouer maintenant. L'Afrique du Sud a déjà la partie australe. Il y a le Kenya qui a les pays de l'EAC. La République démocratique du Congo doit avoir les pays d'Afrique centrale. Nous avons le Nigeria qui a la CEDEAO. Le Sahel est déjà parti, c'est entre les mains de la Russie. C'est maintenant que tout se joue. Vive la République démocratique du Congo et son président Tshisekedi. La victoire au peuple et à la République démocratique du Congo. Hurrah!